Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 10 avril 1815, sur le versant sud du volcan Tambora. On se trouve là dans l'île de Sumbawa, dans l'actuelle Indonésie. En temps normal, personne n'escalade les flancs escarpés du volcan, mais en ce lundi 10 avril, un groupe d'hommes est là qui grimpe en direction du cratère. Il faut vous dire que 5 jours plus tôt a eu lieu une importante éruption qui a offert une colonne éruptive de plus de 30 kilomètres de hauteur. Et l'administration britannique, parce que cette partie de l'Indonésie est une colonie britannique à l'époque, l'administration anglaise a donc envoyé un fonctionnaire pour essayer d'enquêter sur les conséquences de l'éruption qui a eu lieu 5 jours plus tôt. Il est armé de son zèle bureaucratique, ce fonctionnaire. Il va demander à 3 locaux de lui servir de guide, et voilà qu'en fin de matinée, il entre dans la forêt tropicale qui couvre les versants, les flancs du Tambora. Seulement voilà, après une journée de marche, il est 19h environ, alors qu'on est en train d'approcher du cratère, eh bien, ce qui semblait passer devient tout à fait présent. Le sol se met à trembler et après quelques minutes, le volcan explose littéralement, modifiant à jamais la morphologie de l'île entière. Inutile de vous dire que le fonctionnaire britannique et ses 3 guides sont tout de suite balayés. Ils sont les premières victimes de cette éruption, qui est la plus importante éruption volcanique de mémoire d'homme. Tout le monde ignore à ce moment-là, bien sûr, que l'éruption en question va avoir sur l'ensemble du globe des conséquences incroyables. Franck Ferrand sur Radio Classique. À plusieurs dizaines de kilomètres du volcan se trouve le prince de l'archipel sur lequel se trouve donc a lieu l'éruption. Il s'appelle le Raja de Sangar. Ce Raja observe l'impressionnant phénomène naturel. Il livre d'ailleurs un témoignage direct. 3 colonnes de feu s'élancèrent et en quelques instants, toute la montagne paraissait comme une masse liquide, enflammée, qui s'étendait de toutes parts. Des pierres innombrables tombèrent du ciel, certaines grosses comme 2 poings. À 1 heure après, des cendres commencèrent à descendre et un vent violent s'ensuivit qui rasa à peu près toutes les maisons. Les arbres arrachés étaient soulevés en l'air de même que les hommes et que le bétail. Voilà la description que nous donne donc ce prince local. L'éruption va durer 7 jours. Le Raja est parvenu à fuir en navire avec un certain nombre de ses serviteurs, mais au total, ce sont près de 15 000 personnes qui vont mourir du fait de l'explosion. Alors là, ce sont les morts directes, mais il faut multiplier ce chiffre de 15 000 par 10 si vous voulez compter toutes les personnes qui, ayant perdu leur récolte dans toutes les îles alentours, vont mourir de faim au sens propre. Les scientifiques aujourd'hui estiment que l'éruption du Tambora a été 8 fois plus puissante que celle du Vésuve. Vous savez, l'éruption du Vésuve en l'an 79. Ça équivaut à 10 000 fois les explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki cumulées. Vous voyez un peu la puissance, mais complètement indescriptible de ce phénomène. Dites-vous que les soldats britanniques qui se trouvaient à plusieurs milliers de kilomètres du volcan ont eu l'impression que c'était le canon qui grondait, vous voyez. Pendant 7 jours, le Tambora, enfin ce qui reste du Tambora, va continuer de rejeter des cendres. Toutes les secondes, le volcan crache environ 100 000 tonnes de cendres, toutes les secondes. Et toutes ces particules, bien sûr, elles montent comme ça dans l'atmosphère et elles vont finir par constituer un voile de poussière qui progressivement va s'étendre tout le long de l'équateur. Jean-Baptiste Fressot et Fabien Locher ont écrit « Les révoltes du ciel » et voilà ce qu'ils nous disent. Du point de vue du climat global, les débris et les cendres finissent par importer peu car ils retombent sur Terre au bout de quelques jours lavés par les pluies. Les aérosols soufrés, en revanche, injectés dans la stratosphère, parcourent le globe tout entier, laissant des traces dans les sédiments et jusque dans les glaces des 2 pôles. Se combinant avec les molécules d'eau, le soufre crée un voile, réfléchissant une partie de l'énergie solaire vers l'espace et abaissant la température du globe. Voilà l'effet
de cette éruption volcanique, c'est qu'on va voir la température baisser sur l'ensemble de la planète. Les premiers à en souffrir, naturellement, sont les pays limitrophes de Tambora. À la fin du printemps 15, la Chine connaît des pluies extrêmement violentes, puis de grandes séquences de gel en plein mois d'août. On n'avait jamais vu ça, en tout cas de mémoire d'homme. Ce climat particulier va détruire 2 récoltes et entraîner des désastres humains. Certains historiens disent que c'est à la suite de ces désastres agraires que certaines régions chinoises se sont lancées dans la culture de l'opium, parce que l'opium, ça résiste bien, enfin l'opium, les opiacés, résistent bien aux aléas climatiques. Ce qui veut dire que la consommation d'opium va exploser en Chine et que ça va avoir les conséquences que vous savez, avec notamment la guerre de l'opium. Vous voyez là, les conséquences complètement démentes que peut avoir un simple événement climatique comme celui-là. La Chine, d'ailleurs, est loin d'être le seul pays qui a été touché par l'éruption du Tambora. Aucun continent ne va échapper aux effets. On sent les effets de ce volcan, bien sûr, en Europe. Et c'est l'année 1816 en Europe qui va être très mauvaise sur le plan des récoltes, avec évidemment un renchérissement du prix du pain et des révoltes qui éclatent un peu partout, évidemment. Conséquences politiques évidentes. Le blé se fait rare, les températures sont beaucoup plus faibles durant l'année 1816 et là on va voir le froid qui s'installe. En France, les vendanges vont être extrêmement tardives. C'est la vendange la plus tardive depuis 1437, c'est-à-dire depuis le début du calendrier des vendanges. Et vous comprenez pourquoi on a appelé cette année 1816 l'année sans été. Vous écoutez Radio Classique. Donc cet été 1816 est catastrophique en Europe. Ce sont les régions montagneuses qui souffrent le plus. Et durant tout l'été, il n'y a pas une semaine sans que la neige ne recouvre les plaines, je dis bien les plaines des Alpes. La Suisse est l'un des pays européens les plus éprouvés par les conséquences de l'éruption du Tambora, nous disent encore Jean-Baptiste Fresso et Fabien Locher. La famine dans les montagnes, la disette en plaine et les émeutes en ville sont le lot commun de ces années-là. Le refroidissement pose des problèmes tout particuliers à l'économie alpine. Les pâturages étant couverts de neige en été, beaucoup d'animaux périssent faute de nourriture. La mortalité humaine augmente de 50% en Suisse, alors qu'elle n'augmente que de 2% en France. Un pasteur suisse décrit des squelettes d'hommes dévorant les mets les plus dégoûtants, des cadavres, des orties, des aliments qu'ils disputent aux animaux. Et au même moment, Lord Byron se trouve justement en Suisse avec des amis au bord du lac Léman. Il est avec le poète Percy Shelley et Mary Godwin. Tous sont là qui constatent cet extraordinaire climat de fin du monde. Et durant les mois de juin et juillet, le voile planétaire de poussière issue du Tambora est concentré justement au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Byron va écrire « Les ténèbres », vous savez, « J'eus un rêve, il ne fut pas pleinement un rêve, l'éclatant soleil s'était éteint, les étoiles erraient obscurcies parmi l'espace éternel, sans rayon ni chemin, et la terre glaciale, aveugle, balançait, noire dans l'air sans lune. » On peut penser que de tels poèmes n'ont pas été pour rien dans l'avènement d'un romantisme généralisé en Europe. La météo est exécrable, ce qui empêche les amis de sortir de leur villa du lac Léman. Alors, Byron, voyant l'ambiance, propose, pour occuper ses amis, il dit si nous écrivions chacun un récit d'horreur. Et Mary Godwin, qui va devenir la célèbre Mary Shelley, va inventer une histoire. Elle raconte une pluie incessante nous empêchait des jours durant de sortir de la maison et quelques volumes d'histoires de revenants tombèrent entre nos mains. Voilà comment on commence à faire évoluer la littérature. Il y a un autre Anglais qui va être très marqué par cette éruption volcanique, sans le savoir à l'époque. C'est le peintre William Turner qui va... vous savez que Turner est l'homme des couleurs et des lumières, notamment des crépuscules particuliers. Il va peindre ces couchers de soleil assez particuliers, rouge-orangé, avec parfois des nuances vertes. Tout ça est lié à la présence de fines particules en suspension dans l'atmosphère et qui modifient le spectre lumineux visible par l'œil humain. Mais ça, le peintre ne le sait pas et ça va influencer aussi l'art, voyez.
Tout le monde ignore que ces phénomènes sont liés à cette éruption qui a eu lieu là-bas, complètement de l'autre côté du globe. Il y en a quand même qui vont jusqu'à prétendre que la fin des temps est proche. Dans certaines régions du nord de l'Italie, notamment, on a une neige qui se couvre de cendres particulières, ce qui fait que la neige devient rouge. Vous imaginez, ça fait parler beaucoup. Et comme il y a beaucoup de pluie, les rivières sortent de leur lit. On a vraiment l'impression de lire des descriptions bibliques. Dans l'année sans été, le volcan qui a changé le cours de l'histoire, voici ce que dit Giln D'Arcy Wood. En 1816, Lord Byron n'était pas le seul à se livrer à des spéculations apocalyptiques. De fait, une fièvre de fin des temps balayait l'Europe avec la violence du typhus dans la période post-Tambora. À Bologne, en Italie, un astronome prédisait que la fin du monde aurait précisément lieu le 18 juillet 1816 avec extinction du soleil. La dénommée prophétie de Bologne, rapportée dans la presse britannique et européenne, devint le paratonnerre d'une panique millénariste accompagnant la dégradation du climat et l'instabilité politique des lendemains de Waterloo. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, bien entendu. Finalement, les autorités bolonaises placeront l'astronome en question en prison pour éviter qu'il ne fasse trop de bruit et qui ne déclenche des émeutes. Mais ça y est, les journalistes se sont emparés de la question. La reine de Suède, en personne, va organiser une procession rassemblant 6000 paysans dans son pays. Tout le monde a peur qu'une portion du soleil ne se soit détachée et ne vienne maintenant s'écraser sur la terre, voyez. Et évidemment, on voit partout se multiplier les conversions. Les gens, d'un seul coup, deviennent très religieux, c'est curieux. La météo, qui est épouvantable pendant ce mois, avec ces pluies qui n'arrêtent pas, 3 semaines de pluie en juillet 1816 à Paris. Tout ça, évidemment, entretient l'angoisse. Mais le 19 juillet 1816, le lendemain de la supposée fin du monde, on se rend compte que le soleil ne s'est toujours pas écrasé sur Terre. La prophétie serait peut-être fausse. Bref, on se dit qu'on a peut-être évité le pire, mais en attendant, l'année 1816 est loin d'être terminée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les températures baissent, elles ont des conséquences considérables, tout augmente, le prix du pain, mais aussi le reste. Je vous donne un exemple. En Alsace, c'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission, qui est allé recueillir tous les éléments, toutes les conséquences de cette terrible éruption. Il nous dit qu'à Heiligenstein, donc on est en Alsace, il y a une maison qui porte la plaque suivante. En l'année 1817, cette chaumière a été construite. Cette année-là, on payait 120 francs pour une mesure de froment, 24 pour un sac de pommes de terre, 100 francs pour 50 litres de vin. Ça a tellement marqué les gens à l'époque qu'ils en ont porté témoignage dans la construction même des maisons. Avec un bétail qui n'a plus de fourrage, ce qui veut dire qu'il faut tout abattre, les bœufs, les porcs. On va même abattre les mulets et les chevaux. Et comme on abat les chevaux, il y en a de moins en moins pour les déplacements, ce qui fait que les gens ont du mal à trouver des fiacres, etc. Il y a un Allemand, Karl Drey, qui est baron de Sauerbronn, qui va chercher une solution parce qu'il se dit bientôt on ne pourra plus se déplacer. Alors il va inventer un nouveau moyen de locomotion. Il va inventer la draisienne, qui est l'ancêtre du vélo, bien sûr. Voici ce que dit le brevet. Le vélocipède est une machine inventée dans la vue de faire marcher une personne avec grande vitesse en rendant sa marche très légère et peu fatigante par l'effet du siège qui supporte le poids du corps, qui est fixé sur 2 roues qui cèdent aux facilités au mouvement des pieds. Vous voyez que comment l'éruption d'un volcan en Indonésie va donner naissance, indirectement certes, mais va donner naissance à la bicyclette. Franck Ferrand sur Radio Classique. On estime que la mortalité va doubler dans les années qui suivent 1816 à l'échelle de la planète, surtout dans les pays asiatiques, il faut le dire. On va avoir des effets qui se prolongent largement jusqu'en 1817. Parmi les contemporains de l'année sans été, un seul à notre connaissance est parvenu à en percer le secret. Il s'agit du comte de Volney, peut-on lire donc dans ce livre, Les Révoltes du ciel. Un peu oublié de nos jours, il est alors célèbre pour sa carrière de voyageur, d'homme politique et de lettres. Quand il prend la plume
plume en 1818, c'est à l'instar des autres savants pour rassurer le public. L'année sans été n'est pas le signe d'un dérèglement climatique, dit-il, elle n'est qu'un accident dû à l'explosion du Tambora. La perspicacité de Volney reflète un phénomène plus large, fondamental pour les avancées futures de la météorologie. L'explosion du volcan indonésien coïncide avec la reconstitution d'un espace médiatique et savant européen après Waterloo. Bourgeois, aristocrates et naturalistes profitent du retour de la paix, qui n'avait pas été sur le continent depuis 25 ans, pour parcourir les continents et les périodiques. En tout cas, il faut rendre hommage à ce comte de Volney qui, lui, avait compris ce qui s'était passé. D'autres, sans comprendre, en ont tiré néanmoins des choses intéressantes. Je pense évidemment à Mary Shelley, qui en 1818 va le publier, son roman écrit sur les bords d'un lac Léman extrêmement pluvieux. Ce roman du sombre été 1816 et le roman en question, vous le savez peut-être, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Vous écoutez Radio Classique.